avec Joël Laplacette. Nous sommes du côté du paddock d'Issier. Et regardez cette page d'histoire qui est en train de s'écrire devant nous avec ces Formule 1 qui vont faire leur retour dans quelques instants sur le tracé palois. Je le dis pour tous ceux qui sont tout autour du boulevard des Pyrénées d'ailleurs, tout autour des différentes tribunes. Prenez des bouchons pour les oreilles pour la prochaine course pour les enfants. Prenez des bouchons pour les oreilles pour les enfants parce que ça va être une course extrêmement bruyante. Alors on va profiter de ce temps pour présenter. Vous avez le caméraman juste derrière vous, Joël. Pour vous présenter les différentes monoplaces qui sont en compétition. Certaines sont des Formule 1 pré-61, d'autres des Formule 1 pré-66. La différence, c'est le moteur avant et arrière. Et je vous laisse faire ce commentaire, mon cher Joël. Alors effectivement, ces premières grilles sont essentiellement occupées par ces nouvelles voitures à l'époque où avant on avait tout à l'avant. On va le voir tout à l'heure avec les Maserati. Et ensuite, eh bien, on s'est aperçu que le moteur central arrière était effectivement l'idéal. La preuve avec ces fameuses Cooper qui auront été les reines à l'époque avec ces jantes bien particulières. Et surtout, regardez bien, là on a les freins à disque et ça change tout. Ce n'est plus du tout la même chose avec ces disques qu'on a à l'intérieur. Et c'est complètement différent. La triangulation, la roue, magnifique triangulation qui permet d'avoir une liaison au sol qui assure une tenue de route formidable. Et puis, on a également la grosse différence avec les voitures de la génération précédente, c'est d'avoir ce moteur central arrière qui équilibre parfaitement la voiture. Par contre, c'est vrai que la sécurité passive à l'époque était très moyenne parce que les pieds du pilote sont ici, hein. Les pieds du pilote sont là. Alors on sait bien que quand on tapait à l'époque, la sécurité passive était quand même pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et absolument. Voilà pourquoi il y avait beaucoup d'accidents à l'époque. Maintenant, on a fait des petits renforts discrets qui sont à l'intérieur des voitures. Mais on va aller voir. On va aller voir les voitures là-bas. Venez, on s'avance, Joël, parce que aujourd'hui on va devoir enchaîner pour le timing parce que beaucoup de ces plateaux qui viennent d'outre-Manche doivent partir dans un temps respecté. On a pris quand même pas mal de retard, il faut être franc sur la compétition. Donc on va venir, suivez-nous. On va essayer de voir ces voitures d'avant-guerre maintenant, voilà, avec les moteurs avant pour bien comprendre la différence entre l'un et l'autre. Là, on est vraiment sur une monoplace d'avant-guerre. Absolument. Alors là, c'est complètement D'avant 61, différent. pardon, avec le moteur devant. C'est des moteurs avant, voilà. moteur avant, avec, regardez les freins qui n'ont rien à voir. On a complètement changé de génération. Les énormes freins, malgré les ailettes qui permettaient de les refroidir, ça n'a rien à voir. L'équilibre de la voiture n'est pas du tout le même. On voit bien le pilote est placé très très loin et surtout le poids est à l'avant. Cette Maserati 250F était la reine à l'époque, évidemment. Elle a été pilotée par les plus grands pilotes du monde. C'était effectivement l'arme imparable. On l'a bien vu avec cette monoplace où l'Argentin Marimon, à Pau en 1957, était venu avec cette voiture. En tout cas, ça fait le bonheur, bien évidemment, de Jean-Manuel Fangio et de bien d'autres pilotes. Il faut savoir que l'arrière de la voiture, regardez cet arrière un peu particulier. Il est en deux parties, l'arrière. Derrière le pilote, vous avez le réservoir d'essence. Tiens, c'est bien de regarder la sécurité passive du pilote. Regardez ce que c'est que le Hans. Regardez ce que c'est que le Hans. Le pilote est en train justement de tirer dessus. On a ces attaches là, vous voyez, qui empêchent le coup du lapin. C'est une invention qui est relativement récente et qui a sauvé d'innombrables vies en compétition automobile. Ce nouveau système, vous voyez, c'est renforcé ici, tout ici. Voilà, ça empêche le coup du lapin de faire effectivement eh bien, ce mouvement de tête qui coûte très cher en sport automobile. Admirez le tableau de bord comme à l'époque. Admirez le tableau de bord. Regardez le sigle absolument magnifique. Le sigle Maserati que vous avez également au centre du volant. Et les contours, regardez, qui sont mécaniques. Et c'est GGR, évidemment, qui était le maître à cette époque-là. On a la pression d'huile. C'est absolument magnifique. Le volant, et les volants étaient faits à la main, un par un, en aluminium et en bois. Ce sont des œuvres d'art d'ailleurs. Voilà. Là, vous avez l'essence et l'huile. On a, quand on enlève l'arrière. Ça, c'est une image rare. Quand on enlève l'arrière, il faut savoir que tout se démonte là.
Et ça, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand on voit l'intérieur, ce radiateur d'huile est absolument somptueux, totalement avec la réalisation de type aviation, de nombreux rivets. C'est magnifique. Il faut savoir que ces voitures sont des voitures exceptionnelles. Regardez également les roues. Si on les peut roues à venir ici, rayons. Florent. Là, quand on a une voiture comme ça, il faut avoir ce qu'on appelle le maillet. C'est-à-dire qu'on a un maillet pour taper sur les ailettes de la roue. Et pour changer la roue, ça allait beaucoup moins vite, qu'aujourd'hui. On le voit bien avec ces cabochons. On a un maillet, on tape dedans pour dévisser ce centre de la roue. Alors voilà pourquoi on a pu par la suite ces roues à rayons, parce que les rayons cassaient dans les grandes épreuves. Encore une autre. Allez, on a le temps de voir une autre, voiture. Je demande à tous les pilotes d'ailleurs de bien vouloir prendre place parce qu'on va bientôt entendre le vrombissement des moteurs. Une Maserati. On va aller voir les trop anciennes, les très anciennes. Venez voir les très anciennes. C'est extraordinaire. Remontons le temps regardez, sur ce plateau. Regardez, on a deux voitures exceptionnelles. Les voitures des années 30. Les voitures des années 30. Les voilà, celles d'avant-guerre dont je parlais tout à l'heure. L'AERA, absolument incroyable. Regardez le système de freinage. On a encore les lames de ressort. On a ajouté ça pour réussir à améliorer les choses. Et regardez le frein avec cet énorme tambour fabriqué à l'unité et qui permet un refroidissement avec les petites ailettes qui sont ici. On rentre l'air ici un petit peu avec une petite grille pour refroidir ces freins. Mais avouez que c'est quand même pas comme à l'époque. Et puis on va voir une autre avant-guerre. Regardez celle-ci. Regardez derrière. Ça, c'est le modèle. C'est un Australien. C'est extraordinaire. Il est venu avec nous. Regardez ici. Regardez le compresseur. Il y a un compresseur. Il faut savoir que cette cylindrée, c'est une petite 1000 cm3. C'est un petit moteur 1000 cm3. Mais il y a un compresseur qui est ici. C'est assez incroyable. Regardez la petite bonbonne d'huile là. La petite bonbonne d'huile qui permet de faire que le compresseur ne casse pas. Regardez également, même chose pour les freins. Même chose pour les freins avec les entrées d'air ici qui permettent de refroidir évidemment ces énormes disques. Regardez tout ce système également sur l'avant de la voiture. Ah, c'est de la mécanique de précision de l'époque. Et regardez quelque chose ici. Voilà, la petite souris. Elle est là, la fameuse petite souris bleue. La petite souris, c'est quelque chose de particulier, la petite souris. C'est parce que le prince Bira a piloté cette voiture. Et le prince Bira, son emblème, c'était une petite souris. Voilà pour la petite histoire avec ce remplissage rapide. Et ça, c'est pour éviter que l'air ne rentre à l'intérieur et pour améliorer le coefficient de pénétration dans l'air. C'est que du bonheur, c'est une œuvre d'art, c'est absolument somptueux. John Gillette est au volant. Il essaye de rester au frais, si tant est que ce soit possible. Et on termine par cette dernière vue et ensuite on dégage. Regardez également ce curieux échappement. Ici, pour le dernier point. Ce qui montre bien que c'est un tout petit moteur de 1000 cm3. Et regardez la suspension arrière. La suspension arrière avec... regardez, ce sont comme les charrettes à l'époque. C'était comme les charrettes. C'est incroyable. Regardez ces ressorts. Absolument incroyable. Alors conduis ça, croyez-moi, ici à Pau, c'est costaud. Merci beaucoup Joël Laplacette pour ce tour d'horizon le plus complet possible dans le temps qui nous était imparti. On va regarder quelques images encore. Prenons quelques images, régalons-nous, venez avec moi. Florent, on va regarder ici quelques images encore de la sortie de cette pré-grille, de l'ensemble de ces monoplaces. Deux catégories en une, vous l'avez bien compris. Les F1 de l'époque Fangio et Clark qui reviennent en piste. Et puis le retour également de ces pré-66 que l'on aime tant. Donc ils vont revenir dans quelques instants. C'est ce trophée AGPCA que l'on accueille une nouvelle fois avec un immense plaisir ici à Pau. Et tout le paddock dans lequel nous nous trouvons, le paddock ici, comme d'ailleurs l'intégralité des paddocks joignables par la passerelle Clean Fuel for All, eh bien nous vous invitons à les visiter. Un seul et même billet d'entrée vous permet d'accéder à toutes ces merveilles, dialoguer, converser avec les pilotes. Ah bah écoutez, le bruit des moteurs s'est tu de nouveau, donc on va peut-être en profiter encore davantage. J'ai pas l'impression que les F1 vont entrer finalement tout de suite en piste. J'ai l'impression qu'on a un petit temps bonus. Mon cher Joël, donc on va en profiter.
Je ne suis pas sûr que ça nous arrange sur le timing général de la journée, effectivement, mais moi, je suis preneur. prenons Tenez, notre plaisir tenez, pour les images. Nous avons Edmond Savelli, le président de la commission. C'est important à la Fédération française On va essayer automobile. de récupérer Edmond, notre le cadreur. cadre de Pau est totalement exceptionnel. On va récupérer notre cadreur dans un instant parce que c'est l'opportunité d'avoir effectivement l'équipe HVM qui s'est investie totalement pour cet événement ici à Pau. Et Edmond Savelli, vous nous disiez que le cadre est absolument somptueux et il y a des très très belles voitures. C'est un écrin rêvé pour ces belles voitures de course qu'on voit très rarement. Et évidemment, on est heureux de pouvoir les voir évoluer sur le circuit mythique de Pau. En fait, c'est un musée roulant, manifestement. Ah bah complètement. Il y a des modèles qu'on voit rarement rouler. Donc là, on est vraiment ravis de les avoir ici et j'espère qu'on pourra le refaire, évidemment. Allez, Joël, merci en tout cas à toute l'équipe. Alors, attention, parce notre deux modèles, vous en choisissez quelques-uns au hasard. Ah bah oui, dans le détail. Celle-ci, c'est mythique. C'est mythique. Regardez le travail de l'échappement. Les échappements qui sont bien évidemment faits à l'unité. Il y a juste cette petite plaque pour empêcher de se brûler. Mais avouez qu'il faut mieux descendre de l'autre côté. Hein. C'est jamais évident de monter. Je vous le disais, quand on voit le tableau de bord on va avec les plaques Maserati qui sont les plaques d'origine, il y a également les compteurs qui en général sont des compteurs Gégère. Là, c'est un petit peu plus rare puisqu'il y a un compteur italien, c'est Veglia, avec le sigle Maserati dedans. On va le voir à l'intérieur. Les compteurs ont le sigle Maserati à l'intérieur. C'est assez rare. C'était souvent du Gégère à l'époque. Regardez, c'était souvent du Gégère. Absolument rare. C'est bien parce qu'on a ce temps-là, juste avant le top départ, ce temps qui est fabuleux pour réaliser des images que vous retrouvez sur le www.grandprixdepau.fr en direct, en replay. Je le dis pour les personnes qui sont présentes du côté du paddock, puisque tous les replays, on va vous les proposer à partir de demain, que ce soit pour le moderne ou pour l'historique. Pour l'historique, regardez ce détail. Regardez, ces petits ailerons, c'était les premiers ailerons en fait. Vous voyez, on avait quand même pensé à essayer de stabiliser l'avant de la voiture. Et il y a un aileron de chaque côté quand même pour stabiliser la voiture, les petits ailerons. Alors, c'était pas bien important, mais on avait déjà compris qu'il fallait commencer à essayer de garder la voiture au sol, parce qu'avec le moteur à l'avant, évidemment, c'était moins problème, mais quand même, ça permettait de stabiliser la voiture à grande vitesse. Et puis, bien sûr, on conduisait l'air déjà, on forçait un petit peu l'air pour le faire arriver dans de bonnes conditions sur le moteur. Bien évidemment, cette prise d'air caractéristique qui permet de forcer l'air à rentrer là-bas. On la voit ici, là, sur cette image. Je remercie les équipes de cadreurs qui nous suivent un peu à l'improviste d'ailleurs. Complètement, complètement à l'improviste et qui réalisent ces images. Merci à nos équipes de plateau télé du groupe Créa Sud de la souplesse de réalisation pour toutes ces images additionnelles. Alors regardez, ici, passons au bleu, si vous voulez bien, mon cher Joël. Passons au bleu avec ce modèle. Alors la voiture 80, c'est une Brabham de Philippe Bonny, qui est un collectionneur français. Et c'est une Brabham, l'une des voitures qui à l'époque avait changé la donne. On était passé des voitures à moteur avant aux voitures avec le moteur arrière juste placé derrière le pilote. Et voilà quelques voitures qui ont été sauvées. C'était un match essentiellement entre Brabham et Lotus. Et c'est vrai que ces Brabham et ces Lotus ont gagné à peu près toutes les courses par la suite. Il y avait quelques réalisations artisanales, mais n'ont jamais pu arriver au niveau, évidemment, de Lotus et de Brabham. Alors, regardez bien, cette voiture qui est devant, c'est la voiture qu'on a tous eue quand on était petit. On va y aller. On reste quelques instants sur le visage de Philippe Bonny. Bon courage, évidemment, pour la concession. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs français. Ça avait bien plaisir d'en avoir un au départ. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là une nouvelle fois. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Non, j'aime beaucoup Pau. C'est une piste absolument géniale. Et avec les deux F1, c'est un vrai plaisir. Deux F1, petite précision, cette voiture a roulé sur le circuit de Pau avec Georges Schlesser au volant. Georges Schlesser qui par la suite a fait des grands prix bien évidemment. Grands prix, absolument. Et Pau 1963. En 1963. Avec cette couleur. Voilà. Et elle était comme ça avec cette couleur-là. Avec cette couleur. Vous voyez, les collectionneurs gardent absolument la couleur qu'ils avaient à l'époque quand la voiture était au sommet de sa gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste derrière nous, regardez également un autre modèle absolument d'exception sur ce paddock qui commence à se remplir. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'arrière particulier. On va commencer par l'arrière. L'arrière particulier, cette voiture a un arrière qui n'est vraiment pas commun, qui n'a rien à voir. C'est la fameuse Lotus. On l'a tous eu quand on était petit. On a tous eu cette voiture. En modèle réduit. Eh oui, on l'a eu parce qu'elle existait en Dinky Toys et en Solido.
Évidemment, vous avez tous joué avec cette voiture, vous la voyez un peu partout chez les marchands, parce que c'est le modèle mythique, incontestablement. C'est le modèle de Jim Clark aussi. C'est le modèle qui a été utilisé en compétition à l'époque et qui était la voiture à battre, évidemment. Mais cet arrière, c'est vraiment que cet arrière est assez symbolique. Et oui, c'est vrai. C'est carré. Ça, pour être carré, c'est carré. C'est carré, tout à fait. Jusque-là, nous sommes d'accord. Regardez, Lotus Car. On a le, voyez, le volant avec bien sûr le sigle Lotus. Et sur les engins de bord étaient tous Smith. C'était des appareils Smith. Et là, on voit bien, tous les compteurs sont des Smith avec... vous savez, quand vous allez chez Lotus, vous cachez une voiture, vous amenez la voiture aujourd'hui telle qu'elle est, là, voyez, vous tapez, vous avez plié le châssis, vous allez chez Lotus, on vous redonne un châssis neuf, absolument identique, qui est frappé avec le même numéro, absolument. Et bien sûr, entre-temps, vous avez fait un petit chèque. Mais bon, c'est un détail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais eu une Lotus 23, et il m'est arrivé qu'elle a pris feu. On est allé chez Lotus, et ils ont détruit le vieux châssis devant nous, de façon à ce qu'il n'y ait pas deux châssis qui roulent identiques. C'est important, et Lotus est très très sérieux justement dans ce domaine, très très sérieux. Magnifique voiture. Alors, Jim Clark et Heinz Harland ont piloté cette voiture, évidemment. Donc, entre 1960 et 1961. Je vais demander à Julien, s'il vous plaît, de bien vouloir suivre augmenter un tout petit peu sur le paddock Tissier, simplement le paddock Tissier, le volume. Merci de bien vouloir nous suivre, Julien. Et alors que l'on voit ces images supplémentaires, qui commence à y avoir beaucoup de monde qui s'agglutine sur cette pré-grille qui va s'ouvrir dans quelques minutes, nous l'espérons, pour que le timing de la journée soit respecté. Si on rend hommage à Jim Clark, c'est évidemment parce qu'on a choisi de célébrer ce pilote d'exception qui a été 4 fois ici vainqueur à Pau en 61, 63, 64, 65. Le jubilé Jim Clark qui s'illustre au travers d'un espace mémoriel situé à quelques pas d'ailleurs de cette prix-grille avec de superbes pièces d'époque, des pièces d'époque issues du Little Museum Jim Clark, mais issues également de la collection de la ZAC, puisqu'on remonte le temps au cœur des années 60 avec les téléx de l'époque, avec les programmes de l'époque, avec également les trophées de l'époque. Tout cela donc du côté de l'espace mémorial qui est juste en hauteur. C'est la grande tente que vous avez sous le paddock Tissier que je vous invite évidemment à visiter. Jim Clark, à qui on rendra hommage tout à l'heure avec une parade du siècle. Là, ça ne sera pas une compétition, mais une parade. On va rassembler toutes les monoplaces de l'époque Jim Clark, certaines pilotées d'ailleurs par Jim Clark que l'on a ici même, et elles paraderont tout à l'heure. Là, certaines vont être en compétition, mais tout à l'heure, ça sera une véritable parade. Et tout le long de cette journée ensoleillée, vous allez pouvoir photographier, vous allez pouvoir immortaliser ces modèle d'époque. Vous rappeliez l'histoire croisée, le dessin croisé entre Lotus et Jim Clark. On l'illustrera également tout à l'heure avec la parade du Club Lotus qui viendra rythmer la pause entre midi et 2, la pause entre les courses, en espérant que les horaires seront à peu près tenus. Alors, l'occasion pour nous de parler des pneumatiques, parce que les pneumatiques, évidemment, c'est la seule partie qui est en contact avec le bitume quand même. Hein. Eh bien, regardez le dessin de ces pneumatiques. C'est le dessin qui est identique au dessin d'époque. C'est le fameux Dunlop SP Sport. Vous l'avez tous reconnu. Alors évidemment, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes gommes. Ce sont des gommes qui sont beaucoup plus tendres. Ceci dit, il ne faut pas rouler avec des slicks, avec des voitures comme cela, parce qu'elles auraient trop de grippe, par exemple, sur le bitume. Et les voitures, tellement de grippe dans certains endroits, eh bien, elles pourraient partir en tonneau. On le sait bien. Il ne faut surtout pas que ces voitures, surtout celle à moteur avant, mais même celle-ci, était quand même très sensible à ce genre de fantaisie. Mais on a essayé de garder. Dunlop a fait attention. Et les propriétaires du dessin d'ailleurs, Dunlop. Hein. Dunlop est propriétaire du dessin et donc on produit ces pneumatiques identiques à l'origine, à quelque chose près, mais surtout une qualité de gomme qui permet d'être en toute sécurité, surtout avec des gommes qui se détruisent très peu, qui montent en température évidemment beaucoup plus rapidement que les pneus de l'époque, mais cela permet d'avoir des premiers tours dans de bonnes conditions de sécurité, parce que la courbe de Pau, là, quand vous la passez à fond dans le premier tour, hein, j'ai eu l'occasion de le faire. Vous l'avez fait, vous, hein? Avec les pneus froids, il faut mieux être très vigilant. C'est sur des œufs, hein, c'est sur des œufs. Donc ces voitures, eh bien, n'ont souvent pas le temps d'avoir des pneus qui montent en température, évidemment, surtout les pneus avant.
Vous allez, dans quelques petites minutes, pouvoir aller voir justement sur la piste, appréhender ce bitume palois de plus en plus chaud. On dit un mot quand même sur la performance physique, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mon cher Joël. La performance physique, il y a 15 jours, on a accueilli ici la fine fleur de la technologie automobile. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas tout à fait la même chose en matière d'accompagnement à la conduite. Alors, non seulement ça, mais en plus, les combinaisons n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des combinaisons inifugées avec des sous-vêtements inifugés. C'est absolument obligatoire. Bien sûr, avec des casques et des cagoules totalement inifugées. À l'époque, on était beaucoup plus cool sur l'équipement du pilote. Remarquons, on était plus cool également sur les bottes de paille et les conditions de sécurité et du public et des pilotes. Donc, je ne sais pas ce qui était bien ou pas bien. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que c'était vraiment une autre époque. Absolument. Il faut savoir que les gens souvent disent le sport automobile c'est facile puisque c'est pas vraiment du sport. On dit que c'est pas vraiment du sport, il suffit juste de tourner le volant. Il faut savoir que j'ai eu le bonheur de faire plusieurs fois les 24 heures du Mans et dans un relais aux 24 heures du Mans, nous avions des médecins qui nous suivaient et ils avaient calculé qu'on perdait autant d'énergie qu'un coureur de 1500 mètres. Ah oui. Et donc, quand on arrivait, nos combinaisons étaient accrochées en train de sécher. On était obligé d'avoir 3 combinaisons pour changer à chaque relais parce qu'on était trempés. Donc, l'effort physique est énorme. Et l'avantage, si vous voulez, par rapport à un coureur de 1500 mètres, il peut tourner, s'il met le pied à côté, c'est pas très grave. Nous, si on freine un petit peu trop tard, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà pour la petite histoire, effectivement, de cet effort physique. Et les voitures de cette époque sont bien plus difficiles à conduire que les voitures d'aujourd'hui, bien évidemment. La position de conduite n'est pas la même, ça n'a rien à voir. Maintenant, on essaie de garder les sièges d'époque ou des copies d'époque, alors qu'aujourd'hui, on a des sièges qui sont entièrement moulés à notre physique. On fait couler dans un sac poubelle, tout simplement, derrière. On moule son dos, absolument. Ça n'a rien à voir. On a un confort de conduite qui n'a rien à voir avec les pilotes de cette époque. Et il faut bien dire que quand ils arrivent, vous allez les voir, ils sont vraiment trempés, fatigués. C'est très, très dur. La conduite n'a rien à voir. Mais le pire, ce sont les Maserati là-bas, les Maserati avec le moteur à l'avant. On voit les pilotes qui se penchent, comme sur les photos et comme sur les images. On voit vraiment le pilote qui se penche en dehors de la voiture. Ça devient naturel, alors qu'aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'idée à un pilote de pencher. Même, il y en a qui ne penchent même pas la tête. Voilà, donc c'est petite différence. Joël, comme on a quelques minutes, je vais profiter de votre présence et on va se tourner, retourner et aller du côté des autres lieux que je vous invite à visiter, chers amis, si vous nous rejoignez. Parce qu'il y a non seulement les paddocks des voitures en compétition, mais on a également quelques espaces avec des modèles d'exception qui sont là pour l'expo ou simplement pour les parades. Alors venez, on va s'y diriger, c'est juste derrière ces modèles qui sont des modèles absolument uniques. Et on a même, dans cet espace qu'on va visiter ensemble, des 2 roues qui nous permettent de faire le trait d'union parce que pendant des années ici, ce Grand Prix n'a pas été qu'un Grand Prix automobile, c'était également un Grand Prix moto, juste avant ou juste après la compétition automobile. Venez, pendant Alors nous avons des motos prestigieuses et on a une voiture prestigieuse également ici, qui s'appelle la Surtees. Il faut savoir que John Surtees est le seul pilote qui a été à la fois champion du monde moto et champion du monde auto. Voilà, on a la chance d'avoir une Surtees Formule 1 ici, avec la famille Lyons qui évidemment est venue nous retrouver avec 3 Formule 1, puisque monsieur a une Formule 1, madame a une Formule 1 et le fils a une Formule 1. Alors voilà. on va commencer par ce premier modèle. Et si vous êtes devant l'écran vidéo, vous pouvez soit nous suivre, soit regarder sur l'écran vidéo géant les détails que l'on va vous présenter. Et ils seront tout à l'heure en piste, évidemment, et en parade. Pas que en parade d'ailleurs, mais en piste. Tout à l'heure, c'est la parade du siècle. Allez-y. La fameuse McLaren qui a été pilotée par James Hunt en particulier au championnat du monde avec cette technique aviation et les pontons extrêmement particuliers dont on se servait effectivement pour améliorer la tenue de route. On voyait bien qu'il fallait élargir les pontons pour obliger l'air à rentrer sur les radiateurs latéraux qui permettaient de refroidir le moteur. Et puis on avait évidemment cet aileron avant et cet aileron arrière qui était de plus en plus proéminent, évidemment. Important, on le voit ici. Mais on peut regarder également qu'on a la technique aviation un petit peu partout. Regardez le support de l'aileron. Hein. Ce sont des pièces qui sont faites à l'unité, bien évidemment. Ça, déjà à l'époque. Ça, c'est des images très rares. Ce qu'on est en train de montrer, c'est très très rare. On n'a pas l'habitude. On ne peut pas facilement voir cela.
Il faut savoir que tout est refait à l'unité par les collectionneurs. Regardez les supports de roue. On va laisser notre cadreur faire ce côté. Il a de son côté, il a la même chose avec voilà. La triangulation. C'est vraiment magnifique. Et regardez la moindre petite biellette est travaillée. C'est fait au millimètre près. Tout est réglé. Non. Il faut... Alors imaginez-vous quand vous avez un petit problème, eh bien quand il faut remonter tout cela, et puis on a des œuvres d'art. Hein. Les œuvres d'art, quand on voit le train avant, les pièces du train avant, par exemple, les tirants, etc., qui sont faits à l'unité, c'est vraiment magnifique. Alors évidemment, les échappements à chaque fois sont faits à l'unité, sont fabriqués à l'unité, à chaque fois exactement, plusieurs morceaux souvent, avec des liaisons qu'il faut ressouder quelquefois sur place. En tout cas, on a... Sur cette McLaren qui est mythique évidemment, puisque c'est une des premières voitures a eu ses couleurs flashy grâce à un célèbre cow-boy américain, oui, évidemment. Alors que maintenant, on n'a plus le droit normalement d'avoir ces publicités. C'est-à-dire que souvent, vous le verrez par exemple sur d'autres voitures de collection qui courent, on est obligé de changer de lettre. On change de lettre et ça suffit pour être dans les règles de l'art. Nos amis britanniques, ça ne les dérange pas du tout, eux. Ils ont gardé comme à l'époque. Ils n'ont pas la loi E20 qui nous oblige à faire attention à cela. Et comme ils sont britanniques, on leur pardonnera de ne pas respecter tout à fait la réglementation. Regardez l'aileron avant, qui évidemment, regardez les deux ailerons, le radiateur intégré. Et puis cette œuvre d'art, voilà, cette œuvre d'art. Regardez bien, ça c'est magnifique, avec le refroidissement qui passe ici, et tous ces axes-là qui montent sur le pivot. Et alors ces fameux freins à disque, quand on voit les freins à disque d'aujourd'hui, par rapport aux freins à disque de l'époque, regardez, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que sur votre voiture de tous les jours, vous avez des freins qui sont aussi puissants. C'est assez étonnant, non? Maintenant, sur les voitures de sport, on a des disques et des mâchoires qui sont à peu près aussi puissantes que celle-là. Vous vous rendez compte que derrière, on a le V8 Cosworth qui pousse beaucoup et qui, pour freiner, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on arrive au freinage de la gare, on va passer sur l'autre voiture. Absolument, là. Parce qu'on va compléter. Ça... On va simplement avoir un tout petit message de sympathie parce que Madame Lyons ne pourra pas courir aujourd'hui, malheureusement hier soir. J'étais hier soir. J'étais également là. Elle a dû nous quitter prématurément. Elle visite notre aspect de la ville de Pau qui est malheureusement à l'hôpital. On a une petite pensée pour elle. Rien de très grave dans la durée, mais parce qu'il faut savoir que Madame conduisait une des Formule 1, Monsieur une autre Formule 1 et le fils une autre. Et donc nous avons malheureusement Madame Lyons qui va quitter cette compétition. Cela dit, on va parler de regarder cette monoplace aux couleurs de Penthouse parce que ça faisait partie également des couleurs de l'époque. Eh bien oui, cette voiture, évidemment, elle a fait fureur à l'époque. On a bien vu qu'on commençait à comprendre que la Formule 1 était un remarquable support publicitaire. Et bien évidemment, Penthouse ne s'est pas gêné pour la publicité. Et voilà pourquoi on a eu ces voitures avec des couleurs évidemment un peu particulières. En tout cas, des voitures magnifiques. On remarquera avec le support d'aileron arrière qui est assez impressionnant. Assez impressionnant là aussi. Mais il fallait refroidir également les freins. Or, on avait des freins qui étaient côté boîte de vitesse. Regardez, de part et d'autre de la boîte de vitesse. Les freins à disque sont de part et d'autre avec les entrées d'air ici qui permettent de refroidir les disques. Les mâchoires sont là pour pincer le disque, vous voyez comme ça, et l'air rentre par ici pour les refroidir. On voit bien que ça n'a rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui. On voit cela à l'image. En plus, on a un petit retour image là où nous sommes. Alors, on fait la toute dernière. Mon cher Joël. La toute dernière. La toute dernière qui va, à mon avis, ravir. Ah oui, c'est une voiture mythique, évidemment. Regardez là. Il n'y en a plus beaucoup parce que c'est une Surtees. La Surtees de John Surtees. John Surtees, qui a été le seul pilote, je le disais, à avoir eu la chance d'être champion du monde en moto, mais également champion du monde en auto. Là encore, beaucoup utilisent la technique aviation, de nombreux rivets. Venez voir à l'intérieur. Les nombreux rivets, évidemment, un petit peu partout. Technique aviation, voiture hyper légère. Et on a commencé à avoir ces grosses prises d'air qui permettaient un meilleur refroidissement et surtout qui forçaient l'air à rentrer sur les trompettes de façon à gaver le moteur en air. Voilà, une très très belle voiture, effectivement. Regardez rarissime cette Surtees. Et derrière, on a l'aileron. On verra l'aileron dans quelques instants.
l'aileron arrière qui permet de canaliser l'air. C'est quand même des bijoux de technologie. Hein. C'est quand même des bijoux À de l'époque, c'est ce technologie. qui se faisait de mieux. Ah, ouais. C'est ce qui faisait de mieux à l'époque. Incroyable, incroyable de pouvoir montrer cela à l'image. Merci beaucoup mon cher Joël de nous avoir permis cette visite guidée que l'on retrouve sur le www.grandprixdepau.fr. Terminons cette visite guidée par la pneumatique parce que tout à l'heure vous nous avez montré les formes tout à fait particulières des pneumatiques, des monoplaces. Les pneus slick. Allez, et on termine là, on termine là. On les appelle des pneus slick. Ce sont des pneus totalement lisses puisque c'est la qualité de la gomme qui compte. Dès les premiers tours de roue, la gomme monte en température et commence à fondre et donc elle colle à la route. Voilà pourquoi on les appelle des pneus slick. Et il y avait un train de pluie, un train de slick à l'époque. Après, il y a eu des pneus mix avec quelques petites rayures qui étaient découpées souvent à la main avec une petite machine pour faire quelques rayures dans le slick. Ça permettait d'avoir la qualité de gomme très tendre du slick, mais d'avoir quand même une petite évacuation de l'eau. Voilà, on a trouvé des solutions pour tailler à la main ces pneumatiques. C'est fabuleux. Merci, mon cher Joël, de nous faire partager ces moments d'histoire, ces explications, parce que c'est ça qu'on veut faire dans ce classique Grand Prix. Il y a bien sûr la compétition et elle nous intéresse parce que ces gentlemen drivers, ces pilotes ne viennent pas pour rien. Ils viennent vraiment pour se tirer la bourre, ils viennent vraiment pour performer sur le terrain. Mais ce que l'on a envie de faire dans cette manifestation qui est un trait d'union entre le futur que l'on décidait il y a 15 jours et le passé que l'on célèbre aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est évidemment véhiculer de l'information, évidemment véhiculer comme cela tout ce qui permet de construire, de reconstruire l'histoire du sport automobile dans son évolution, dans la façon dont il a progressé au fil du temps. Et toutes ces images qui sont prises ici vous montrent à quel point Pau est ce week-end un musée à ciel ouvert de l'automobile, un temple de la compétition automobile. On en célèbre les plus belles heures et on anticipe ce qu'elle sera demain. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre sur ce Pau Motors Festival qui depuis le début, 3 semaines maintenant avec un avant-première en prologue, le Tour Auto qui a fait son apparition ici à Pau, qui a fait une étape ici à Pau. Donc depuis le Tour Auto jusqu'à maintenant, vous êtes au total plus de 160 000 à en fréquenter l'ensemble de ces manifestations. On est ravis, heureux, fiers de pouvoir reconstituer tout cela sur ce circuit palois qui dans quelques secondes va donc accueillir une nouvelle compétition. Une petite pause parce qu'on a été très bavard et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci.